Bonjour, bienvenue à tous pour la reprise des webinaires des éclairages industriels de l'IA. Donc j'ai le plaisir de vous accueillir. Je suis Philippe Viexorek, je suis directeur innovation et expert IA au sein du pôle Minalogic. Minalogic est co-organisateur avec l'Institut MIAI spécialisé en intelligence artificielle de ces webinaires depuis quelques années. Donc on a fait les saisons précédentes qui sont disponibles sur les chaînes YouTube à la fois de l'UGA et de Minalogic. On a parcouru l'IA il y a 3 ans, enfin les fondamentaux technologiques de l'IA. Et puis les 2 dernières années, on s'est consacré aux usages plutôt de l'IA traditionnelle, en mettant des guillemets autour de traditionnel. Et puis vu la montée très très rapide de l'IA générative, on a décidé de dédier cette année les webinaires à justement l'IA générative. Et on commence aujourd'hui par effectivement une définition de qu'est-ce que c'est en fait que l'IA générative. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Didier Schwab et puis Kartik Allari, qui ont répondu à notre sollicitation et qui vont respectivement nous parler d'IA textuelle, IA générative textuelle, donc plutôt des textes, et également images aujourd'hui. L'idée, c'est de regarder le véhicule de l'extérieur. On va voir toutes ses fonctionnalités et puis les 2 mois qui suivront, on va soulever un peu le capot pour comprendre comment ça marche, parce qu'effectivement, ça ressemble un peu à de la magie vu d'un point de vue utilisateur. Peut-être Didier, si tu veux partager ton écran et puis commencer. En attendant que tu fasses le setup, l'idée c'est que Didier et Kartik vont nous parler pendant chacun une quinzaine, vingtaine de minutes chacun. N'hésitez pas à poser vos questions en ligne. On prendra l'ensemble des questions à l'issue des 2 présentations. Donc n'hésitez vraiment pas, il y a pas de questions, il y a pas de mauvaises questions. Et aujourd'hui, on entend beaucoup, beaucoup de choses dans la presse et dans les médias. Donc l'idée de ces sessions, c'est justement de comprendre un peu mieux collectivement. Didier, je te laisse la parole. Oui, bonjour. Donc là, vous voyez mon écran. Oui, Euh, oui, complètement. voilà, donc là, donc bonjour, je suis Didier Schwab, hein, je suis enseignant-chercheur à l'Université Grenoble-Alpes et ma composante de rattachement, c'est l'IUT2. Euh, et donc, je vais essayer de répondre déjà rapidement à la question, qu'est-ce qu'on appelle l'IA générative? Et puis, je parlerai un peu plus d'IA générative textuelle. Et puis, Kartik parlera un peu plus d'IA générative pour les images. Je vais quand même commencer par illustrer ça avec un certain nombre d'images. Qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative? Donc, ce sont, pour faire simple, hein, des programmes informatiques capables de générer du contenu qui pourrait être perçu comme du contenu créé par des humains. Alors, un petit exemple que j'ai généré ces jours-ci, là, j'ai demandé à ChatGPT de me générer une splendide image. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il m'a généré. Et donc, qu'est-ce qu'on peut générer avec ça? Toutes les images suivantes, elles ont été générées par ChatGPT, avec quelques petits allers-retours, mais c'est quand même assez simple. Donc, on peut générer du texte, on peut générer de la voix, on peut générer aussi de la musique. Alors, évidemment, il n'y a pas un robot qui joue du piano, mais ça peut générer de la musique. On peut générer des vidéos également. Et on peut générer enfin du code source donc pour les informaticiens pour s'aider à écrire du code source. Euh, alors, un panorama des IA génératives, voilà, donc avec quelques acteurs, hein. On reconnaît OpenAI, c'est eux qui font ChatGPT par exemple. Et puis après, donc, il y a aussi GitHub Copilot pour tout ce qui concerne la génération de code. Donc, des outils pour générer du speech, de l'oral, de la voix. On peut aussi générer des cartes 3D, des vidéos, de l'image. Alors, si on se concentre sur le texte maintenant, depuis quelques années, donc les applications liées au texte, elles suivent toujours la même chaîne de traitement. Et c'est pareil pour la génération d'images ou de vidéos, hein. On part toujours d'une grande quantité, donc pour le texte, évidemment, de grandes quantités textuelles. On va en extraire des caractéristiques. Alors pendant 20 ans ou plus, on a fait ça manuellement avec des règles plus ou moins fines.
Et maintenant, on le fait de manière auto-supervisée. J'expliquerai plus tard ce que c'est. Donc, c'est de manière auto-supervisée pour créer des grands réseaux de neurones. Et on va les appliquer à un certain nombre de tâches. Et moi, par exemple, les tâches sur lesquelles j'ai travaillé ou sur lesquelles je travaille actuellement, c'est la traduction automatique écrite, orale, s'il y a aussi de l'oral. La communication alternative et augmentée. Donc ça, c'est la communication des personnes en situation de handicap cognitif en particulier. Donc, c'est avoir le texte, mais également des images pour clarifier ce texte. Donc, quand vous parlez d'une souris, montrer automatiquement l'image d'une souris d'ordinateur ou d'une souris d'animal selon le contexte. Des applications médicales, donc par exemple des trajectoires patients, si le patient va aller à l'hôpital, par exemple. Et puis également de la recherche d'informations. Donc, tout un ensemble de tâches et puis bien d'autres. Euh, le panorama des grands modèles de langue, donc sur l'écrit, encore une fois. Donc, vous voyez, c'est assez vaste, donc ça existe depuis longtemps. Moi, j'ai commencé à en faire vers 2001. Alors, on n'appelait pas ça grand modèle de langue, mais c'était des grands modèles de langue pour l'époque. Et puis après, donc, depuis une dizaine d'années, on a vu des modèles à la fin qui s'appellent Word2Vec, FastText, Glove. Et puis, plus tard, donc, les modèles à la BERT depuis 2019. Donc, nous, on en a fabriqué à Grenoble, les modèles Flaubert pour le français avec d'autres équipes françaises. Et puis, les grands modèles de langue à la chat GPT, à la Bard, ou alors la Gemini chez Google, les Llama chez les gens de Facebook, Meta, et puis quelques modèles qui ont été faits par des consortiums regroupant pas mal de personnes du public, comme par exemple Bloom et BloomZ. Alors, ce fameux auto-apprentissage. Donc, qu'est-ce que c'est que l'auto-apprentissage? Alors, il faut voir ça va nous permettre d'avoir deux objectifs. Voilà. Donc, soit l'objectif que l'on a dans les modèles dits causaux, comme le sont les GPT, les chats GPT. Donc, dans ce cas-là, on va prendre des grands volumes de texte, on va prendre des phrases qu'on va analyser une à une ou des paragraphes qu'on va analyser un à un, et systématiquement, on va montrer au grand réseau de neurones le début du texte, mais pas la fin. Donc, typiquement, on lui montrera la première phrase, disons que c'est la souris mange XX, et évidemment, comme on a le texte en entier, eh ben, on sait que c'est du fromage. Bon, mais le réseau de neurones, la première fois, il va dire la souris mange XB214. Il va dire n'importe quoi, il ne sait même pas ce que sont des mots, ce que sont des syllabes, etc. Il ne sait pas, donc la première fois, il va dire n'importe quoi. On va lui dire ah non, ben, c'était du fromage. Il va corriger ses poids, puis après, il va continuer, voir d'autres phrases, des milliers d'autres phrases, des millions d'autres phrases. Et puis, une seconde fois, il va tomber sur la souris mange. Et puis là, il va dire, je ne sais pas moi, du rhododendron, mettons. Là encore, c'est faux. Donc, il va corriger l'ensemble de ses poids. Et puis, à force de voir cette phrase, il saura mettre en place certaines probabilités qui vont lui permettre de dire que ah ben, la souris mange XX. Une des possibilités, c'est du fromage. Donc, c'est vraiment comme ça que sont appris les modèles à la GPT. On prend des phrases, des milliers, des milliards de phrases, et on va à chaque fois lui faire deviner la fin du texte. Au début, ça va être n'importe quoi, et puis petit à petit, il va finir par donner des réponses tout à fait correctes. Donc ça, c'est les modèles causaux à la GPT. Et en face, on a les modèles bidirectionnels à la BERT. Donc, je vous ai dit qu'à Bordeaux, on en avait fait des à la BERT à une époque. Ce sont encore des modèles qui fonctionnent très bien parce que eux, vont se spécialiser sur certaines tâches, je reviendrai. Et dans ce cas-là, l'apprentissage, c'est la X mange X fromage. Et dans ce cas-là, on va deviner au début, ça va être n'importe quoi. La XB214 mange XB16 fromage. Et puis petit à petit, à force de découvrir des mots, à force de mieux appréhender les relations entre les mots dans les phrases, et bien, il finira par trouver que, en toute probabilité, la X mange X fromage, et bien, ça va être souris et ça va être du. Donc, les modèles causaux à la GPT, à la chat GPT, ceux qui sont vraiment génératifs, donc, ils sont destinés à générer des textes cohérents à partir d'un prompt, d'une amorce, c'est-à-dire d'un texte. Il va chercher à prolonger ce texte.
Et puis les seconds, eux, ce sont donc des modèles bidirectionnels qui sont destinés à construire de bonnes représentations des mots, des phrases ou des documents. Voilà. Ce qu'il faut important de comprendre, c'est que les premiers, ils vont pouvoir résoudre tout un ensemble de tâches, certains pour lesquels ils sont dédiés, c'est-à-dire générer du texte, faire du résumé automatique, continuer du texte, éventuellement faire de la traduction automatique, très bien. Ça, ils en seront à peu près, ils en seront bien capables. Mais ils seront aussi capables de dire, euh, ce texte, c'est de la politique, ce texte, c'est du sport, etc. Mais sur ces tâches, ce type de tâches-là, ils seront moins puissants, moins forts que les modèles bidirectionnels. Un problème de ces grands modèles causaux, c'est le nombre de paramètres dont on va avoir besoin pour les entraîner. On a besoin vraiment de modèles qui sont beaucoup plus grands. Donc, pour les GPT-3, c'est même 175 milliards de paramètres, ce qui équivaut à une dizaine de gros GPU à l'heure actuelle, tandis que les modèles à la BERT, on a besoin que de GPU maintenant qu'on trouve de nos jours sur des machines classiques. Évidemment, on a la même chose en temps de calcul, donc ici l'échelle est logarithmique. Et donc sur les modèles originaux GPT versus les modèles BERT, on se retrouve avec quelque chose comme 5000 fois plus de calculs nécessaires et donc dégager, utiliser autant d'énergie, dégager encore plus de CO2. Alors nous, en traitement automatique, le traitement automatique de langue, qui est notre domaine, qui est vraiment au centre de toutes ces applications génératives textuelles, eh ben, c'est un domaine où on fait un certain nombre de tâches depuis une bonne soixantaine d'années. On fait de la désambiguïsation lexicale, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, savoir dans un texte si c'est la souris d'ordinateur ou si c'est la souris de l'animal. Le part of speech tagging, donc ça correspond, ou l'analyse syntaxique, ça correspond à des tâches que vous avez faites quand vous étiez enfant à l'école, savoir si c'est un sujet, si c'est un verbe, si c'est un nom, si c'est un adjectif. Voilà. Ensuite, de la classification de texte, ça, j'en ai parler? Est-ce que c'est plutôt du sport? Est-ce que c'est plutôt de la politique? L'analyse de sentiments également, savoir si ce texte est positif, si ce texte est négatif. Euh, donc, on en vient donc au concept de prompt en traitement automatique des langues. Le prompt, c'est ce qui va nous permettre d'interagir avec ces outils, bon, en particulier ChatGPT. Pas d'entre vous l'avez sans doute testé. Hein. On interagit via un prompt, c'est-à-dire par une formulation qui est le texte d'entrée fourni à un modèle de langue, de langage, pour initier ou guider sa génération de texte. Donc, il s'agit généralement d'une phrase ou d'une question qui décrit la tâche que l'on souhaite que le modèle effectue. Donc, la génération de texte, donc de base, il était une fois dans un lointain royaume un jeune prince qui. Donc, vous voyez, c'est exactement l'objectif dont j'ai parlé tout à l'heure. L'objectif, ça va être donc, de continuer. Donc, on a fait ça dans une phase d'apprentissage. Maintenant, dans une phase d'exploitation, eh ben, il va continuer ce pourquoi il a été appris, c'est-à-dire, il a été entraîné, c'est-à-dire continuer le texte. On peut aussi lui demander de rédiger un texte, un paragraphe d'une centaine, de 200 mots sur le thème de la politique, par exemple, et écrira donc une centaine de mots sur le sujet. On peut également lui demander de la traduction automatique, traduisez la phrase suivante en anglais, comment dit-on bonjour en espagnol, de la classification de texte, ce texte est-il positif ou négatif, s'agit-il d'un article de sport ou de politique. Et puis la réponse à des questions, quel est le nom de l'inventeur de la théorie de la relativité, par exemple. Donc là, il répondra Albert Einstein. Mais attention, il ne répondra pas Albert Einstein parce qu'il y a une base de connaissances qui lui dit que la réponse à cette question, c'est Albert Einstein. Il répondra Albert Einstein parce que, en toute probabilité, par rapport à l'ensemble des textes qu'il a rencontrés au cours de son apprentissage, eh ben, il sait que la réponse, c'est Albert Einstein. Voilà. Voilà, donc par exemple, autre question, combien de membres compte le Parlement européen? Donc il vous donnera une réponse. Elle a encore, il n'y a aucune garantie sur la réponse, et même probablement, vu que ça a beaucoup évolué au cours du temps, eh bien, probablement qu'il vous donnera une réponse qui n'est pas forcément vraie et qu'il faudra aller vérifier en croisant les données, par exemple en allant chercher dans une encyclopédie ou sur Internet. Donc, pourquoi? Parce que la sortie d'un GPT, c'est tout simplement ça. Si vous lui mettez un mot, par exemple il, eh ben, il va compléter par un mot qui est
parmi les plus probables avec tous les textes qu'il a vus précédemment. Et donc, il va dire il était. De même, le troisième mot, quel est le mot le plus probable suivant il était? Eh ben, ça va, par exemple, il était une, et puis, etc. Il était une fois, il y a bien longtemps. D'accord? Ça fait uniquement ça, un GPT. D'accord? C'est conçu pour prédire le mot suivant à partir d'une séquence de mots donnés. D'accord? Donc, les modèles causaux, ils font uniquement ça. C'est normal, puisqu'ils ont été entraînés pour faire ça précédemment. Alors, sur quoi ça a été entraîné? Donc, sur beaucoup de quantités vraiment incroyables de données, donc en particulier donc ici textuelles. Donc, par exemple, Command Crawl, qui est du web. Voilà, donc les deux premiers, c'est beaucoup de données provenant du web qui ont été filtrées, en particulier pour éviter les données textuelles qui ont été générées par une autre intelligence artificielle, des livres, voilà, ainsi que Wikipédia. Donc, les livres et Wikipédia ont été réputés comme étant de meilleure qualité que ceux qu'on peut trouver sur le web, même filtrés. Alors, parmi quelques petits exemples d'utilisation, donc on peut lui demander c'est quoi le boson de Higgs? Il va vous donner des réponses. Encore une fois, à vérifier, à croiser. Donc, évidemment, si vous êtes expert du sujet, c'est quand même plus facile de croiser, de vérifier que c'est exact, mais ça peut être absolument faux, en particulier si on va dans des parties de l'espace où il avait très peu de matière, il a très peu rencontré de données, et donc ses probabilités sont très faibles. On peut lui demander de simplifier, donc vous voyez, il y a des choses qui sont beaucoup plus courtes. Et parmi les autres choses qu'on peut faire, on peut aussi lui demander de l'expliquer comme si on entend un enfant de 6 ans. Et à ce moment-là, eh bien, il va nous parler de jouets, de voitures, d'animaux, de bonbons, de faits magiques. Et puis, une autre application qui est vraiment bien, que j'utilise moi-même en tant qu'enseignant, faire des QCM. Alors moi, en tant qu'enseignant, donc là, on a demandé de faire un QCM, il a donné des réponses. Moi, quand j'utilise ça en tant qu'enseignant, ça m'aide à générer les mauvaises réponses, parce que c'est vraiment difficile de générer des mauvaises réponses. Donc la question et la bonne réponse, ça, a priori, comme c'est moi qui ai fait le cours, je sais le faire, mais proposer des mauvaises réponses, c'est beaucoup plus dur. Et donc, ça m'a fait gagner pas mal de temps. Donc, si on revient à ma chaîne de traitement, on apprend à partir de grandes quantités de données, on apprend des grands réseaux de neurones profonds par auto-apprentissage, et puis on l'applique sur un certain nombre de tâches. Et alors, pourquoi ça marche exactement, ChatGPT? Pas seulement à cause de l'entraînement, euh, tel que je l'ai montré tout à l'heure, donc, qui est donc, comme j'ai déjà dit, de cacher la fin du texte, mais aussi parce que ça a été appris sur de la résolution de tâches du traitement des langues, telles que la classification de texte, le résumé automatique, la réponse à des questions, la traduction de langue, comme je vous ai dit. Et ainsi, donc, à partir de ces corpus d'évaluation que les linguistes, informaticiens, informaticiennes ont créés depuis une soixantaine d'années, donc des corpus dans lesquels on dit ce texte-là, il s'agit de politique, ce texte-là, il s'agit de sport. On a vraiment les réponses, pareil aux réponses à des questions. On a vraiment des paires de questions et de réponses. Et bien, on va également les donner au GPT, au modèle causaux de manière générale, en les transformant sous forme de prompt. Donc, tout simplement, désambiguise la phrase suivante, la souris est poursuivie par le chat, et derrière, on va apporter la réponse, la souris slash animal est poursuivie par le chat slash animal. Vous voyez que c'est exactement pareil que si on disait quelle est la suite de cette phrase. C'est vraiment la réponse, c'est vraiment la suite de cette phrase. C'est comme si on masquait la fin. Et donc, les GPT, ils sont appris à la fois sur la modélisation pure des textes à partir de livres du web, etc., mais aussi en apportant des réponses du traitement des langues. Et ce qui fait que ça marche, c'est qu'on a une conséquence importante en exploitation, c'est que les GPT, ils vont apprendre de nouvelles tâches, évidemment plus facilement celles qui sont proches de celles qu'ils ont déjà vues, avec peu d'exemples. On dit que c'est des full-shot learners. J'ai un petit graphique pour illustrer ça. Donc, imaginez que, alors malheureusement, les few-shot learners, ça marche, mais uniquement avec les plus gros modèles. Dans les articles, ils avaient testé avec 1 milliard de paramètres, avec 13 milliards de paramètres. Et donc, il faut ces gros modèles pour que ça fonctionne. Et donc, sur une tâche, alors imaginons, il n'a jamais vu de désambiguisation lexicale.
Imaginons qu'il n'a jamais vu que souris, ça pouvait être soit le chat, soit pardon, ça pouvait être soit l'animal, soit la souris d'ordinateur. Eh ben, dans ce cas-là, si on lui demande le chat a mangé la souris, eh ben, 8 fois sur 100, il va se tromper. OK? Il n'a jamais vu des ambiguïtés lexicales. Par contre, si on lui montre un seul exemple, 10 puissance 0, c'est un seul exemple, eh bien déjà là, il va ne se tromper seulement 55% du temps. OK? Et avec 10 exemples, eh ben déjà, il a bon 60% du temps. Ce qui fait que acquérir pour lui une nouvelle tâche du traitement des langues et interagir avec un utilisateur, c'est une nouvelle tâche du traitement des langues, eh ben, ça va lui faire petit à petit augmenter le pourcentage de réussite. Et donc, c'est pour ça que ça marche des outils comme ChatGPT. C'est pour ça que l'humain est satisfait globalement des réponses. C'est parce que, eh ben, à force de faire de l'interaction avec ces modèles causaux, eh bien, ces modèles, ils sont capables d'apporter des réponses pertinentes à l'utilisateur. Donc ça, je peux passer. Il y a quand même quelques limites à ces outils, hein. Évidemment, les réponses donc, sont parfois, sont même assez régulièrement biaisées, hein. Donc, par exemple, si on lui demande à des outils comme GPT ou ChatGPT de traduire The Nurse Entered the Patient's Room, eh ben, la nurse, eh ben, ça sera forcément infirmière. Ça sera jamais infirmier pour lui. Pareil pour cleaner, ben, ça sera toujours une femme de ménage et jamais un homme de ménage. En revanche, eh ben, surgeon, eh ben, c'est un chirurgien. Et researcher, c'est un chercheur. Moi, j'avais demandé, hein, euh, ils ont quand même essayé d'apporter des réponses à ça, OpenAI, parce que quand je leur ai demandé, peux-tu traduire la phrase impliquant nurse en français, donc il m'avait répondu que c'était infirmière, et j'y avais répondu dans un prompt, nurse est-il forcément féminin? Et puis donc là, il a apporté une réponse qui disait qu'effectivement, nurse peut se référer à une personne de n'importe quel genre. Traditionnellement, on associait souvent à des femmes, mais de nos jours, il est largement reconnu que les hommes peuvent également être infirmiers. Et donc, il m'a apporté donc, un petit démenti. Quelques limites éthiques en dehors de ces liens, hein. C'est important de savoir que donc, c'est un serveur chez un tiers. Donc, chez un tiers, ça veut donc dire qu'il y a des problèmes de confidentialité des données. Donc, ça veut dire grosse limite pour certaines applications sensibles, des données personnelles, la santé, la défense. C'est aux États-Unis en plus. Et donc, il faut rappeler quand même que les lois américaines de la surveillance, elles peuvent autoriser les autorités à accéder aux données personnelles des utilisateurs sans leur consentement, sans autorisation judiciaire préalable. Ça, c'est le Patriot Act après les attentats de 2001. Et c'est pour ça que l'Union européenne a fait la loi RGPD, donc le Règlement général sur la protection des données, qui empêche les citoyens européens d'envoyer des données aux États-Unis. Euh, Question importante, la question du plagiat. Alors, pendant longtemps, je vous aurais dit, on n'a aucun exemple dans ChatGPT de données qui étaient copyrightées, mais cet hiver-là, il y a le New York Times qui a montré qu'ils arrivaient à sortir de ChatGPT des articles entiers à un mot près de leur site web. Alors, je regardais ce matin et c'est toujours une affaire en cours. Je ne sais pas s'il y aura un accord entre eux, mais bon, on arrive à lui faire recracher des données des corpus d'entraînement. Important, il cite généralement pas ses sources, il n'est pas capable de les citer précisément, et donc encore une fois, il va éventuellement les inventer si jamais vous lui demandez des sources, donc il faut vraiment les vérifier, toutes les sources qu'il vous donne. Il va inventer des URL, il va inventer des gens, il va inventer des noms d'articles. Il répond selon un consensus scientifique. Ça, c'est un choix hein, pour des gens de ChatGPT, mais il y en a d'autres, des grands modèles de langue comme ceux faits par Elon Musk pour Twitter, pour X. Ceux-là, eux, ils réagissent pas selon le consensus scientifique. Donc, en l'occurrence, il répondra le réchauffement climatique. Il expliquera si on lui dit qu'il fait froid alors qu'on est en hiver. Il dira oui, c'est vrai, mais il fait chaud alors qu'on est en hiver. Enfin, plutôt l'inverse. Il fait froid alors qu'on est en été. Il répondra oui, mais il y a quand même du réchauffement climatique. Ne confondez pas la météo et le climat. Par contre, on ignore vraiment comment est fait ce consensus scientifique, qui l'établit exactement.
Qu'en est-il des sujets sans consensus scientifique? Donc ça, c'est toujours des questions depuis 1 an et demi que ChatGPT existe. Et en d'autres termes, quelle est la ligne éditoriale? Les garde-fous, eh ben, parmi les garde-fous, eh ben, il y a ces fameuses lois européennes sur l'intelligence artificielle. Donc ça, il faudra voir en particulier son application en France et quelle sera. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en recherche? Eh ben, nous, en recherche, eh ben, on essaye de faire de la rétro-ingénierie. On essaye de reproduire avec nos moyens évidemment inférieurs ce genre de comportement et en particulier je pourrais citer la NR Pantagruel, qui est une ANR que je coordonne, où on est à peu près 70 chercheurs en France qui réfléchissons à ces problématiques. Donc voilà, j'ai été peut-être un peu trop long, mais voilà pour moi. Je répondrai à vos questions tout à l'heure. Je vais laisser la main à Kartik. Merci Didier, c'était parfait. Il y a peut-être une question qu'on va prendre tout de suite parce Ouais. qu'elle est très spécifique. Il y a Yann qui nous dit qu'il n'arrive pas à conceptualiser qu'une tâche, enfin qu'un prompt qui dit faire un résumé en X mots, c'est juste une problématique de calculer le prochain mot, la probabilité du prochain mot. En fait, résume-moi, je sais pas, la guerre de la Seconde Guerre mondiale en 100 mots, il a que la guerre mondiale, enfin, quelque Hmm. part. Donc, je sais pas, peut-être tu peux détailler ça très brièvement. Ouais, très brièvement. Alors oui, du coup, c'est plus facile sur des tâches plus simples. Mais voilà, donc lui, il a vu beaucoup d'exemples de textes un peu grands où on lui disait, ben, voici le résumé de ce texte. Donc il a vraiment vu des exemples comme ça, un grand texte, un résumé de ce texte, un grand texte, un résumé de ce texte. En même temps, il a vu beaucoup d'informations sur la guerre, sur la guerre mondiale. Eh ben, en faisant un mix de tout ça, eh ben, il va réussir, en tout cas en grande partie, donc à produire voilà, quelque chose qui ressemble à une centaine de mots. Parce que voilà, à force de lui dire eh ben, une centaine de mots, ça fait tel texte, ça fait tel texte, ça fait tel texte, ça fait tel texte, eh ben, il va être capable de ressortir quelque chose qui est à peu près de cette même longueur. Merci. Je propose effectivement qu'on garde les autres questions pour tout à l'heure et puis que Kartik puisse attaquer sur la présentation plutôt visuelle, donc image et éventuellement vidéo. Très bien, merci Philippe et merci Didier. Donc voilà, après cette très bonne introduction par Didier, je vais vous parler de l'aspect visuel. Alors, donc ça c'est devenu en fait ces dernières années un sujet très très populaire en vision artificielle ou computer vision en anglais, où en commençant par un prompt qui peut être souvent de texte ou ça peut être une image pour générer une vidéo ou de texte pour générer une image, comme cet exemple vous montre ici. Donc, il y a eu beaucoup de travail là-dessus. Vous avez sûrement entendu parler de modèles comme le DALL-E, créé par OpenAI, après plus récemment des modèles Gemini ou Gemma dans les derniers jours de Google, et Imagen aussi de Google, Midjourney, euh, une autre application, et après aussi Sora qui a été créé par OpenAI. Et ensuite, Stable Diffusion, qui est, je pense que plusieurs entreprises, dont Stability AI. Il y en a eu d'autres aussi qui sont un peu moins populaires, on va dire Firefly, Make Video de Adobe et d'autres entreprises. Mais voilà, donc il y a un tas d'applications pour maintenant générer des images et aussi un petit peu des vidéos. Donc avant de rentrer dans on va dire un petit peu de détails sur ce sujet de IA générative, je voulais vous donner une toute petite histoire de qu'est-ce qui s'est passé dans la vision artificielle dans la communauté et comment on est arrivé à ce point-là. Donc voilà, c'est un sujet qui a commencé dans les années 50-60, hein, mais après ça s'est évolué petit à petit. Et dans les années plutôt 80-90, on avait commencé à travailler sur le problème de reconnaissance d'objets, des objets assez simples, comme vous voyez dans cette image-là. Donc des choses qu'on peut trouver dans une maison, un bureau, des choses comme ça. Et l'idée, c'était de commencer à détecter comment on dit, des objets avec des formes très, très spécifiques. Ça peut être des ronds, des pentagones ou des lignes, des choses comme ça. Donc, en appliquant des propriétés invariantes de projection. Donc, on peut reconnaître, par exemple, je ne sais pas, ces objets comme une paire de ciseaux, des autres objets qui ont des formes très, très spécifiques. Après, ensuite, dans les années 90,
début 2000, on a évolué plutôt vers des bases de données. Donc là, on parle vraiment de bases de données très, très limitées, hein. À cette époque, c'était l'état de l'art, avec à peu près 1000 images pour chaque objet, comme un petit canard qu'on trouve dans les bains. Donc, on avait commencé à créer ces bases de données et ensuite, on les a appliquées pour apprendre des, des descripteurs ou des features qui sont basés sur l'apparence. On, Ensuite, on les a utilisés pour des applications comme les reconnaissances, pour faire de la reconnaissance d'objets comme voilà, l'image du dinosaure que vous voyez là-haut sur votre droite, ou même faire de retrieval, en fait, recherche d'images dans une base de données. Par exemple, je vous donne un petit bout d'une image. Est-ce qu'on peut aller retrouver des images qui contiennent ce petit sujet-là, par exemple? Donc ensuite, on a eu une très grande évolution vers les approches inspirées par de machine learning ou l'apprentissage statistique, où on a commencé à calculer des features. Dans les années début 2000, c'était plutôt des features qui étaient calculées à la main, donc des features plutôt définies à la main, mais après ensuite calculées par des simples calculs. Là, je vous montre un exemple d'un histogramme de gradients qui sont orientés. Et ensuite, on calcule un descripteur en comptant le nombre de descripteurs de chaque type et après en utilisant des exemples positifs. Par exemple, pour la détection de personnes, on prend l'image d'une personne, on calcule les features ou ses gradients et ensuite l'histogramme. Et on a aussi tout un tas d'images qui sont des images négatives qui ne contiennent pas de personnes. Et ensuite, on peut apprendre un classifier. À l'époque, c'était un machine avec vector support. Et là, je vous pris cet exemple-là parce que c'était aussi un algorithme qui a été développé à Grenoble pendant la thèse de Navneet Dalal. Mais aussi, voilà, ça c'est un très bon exemple de ce qu'on fait ici à Grenoble, mais aussi parce que c'était une approche qui a été un peu révolutionnaire. Et si vous prenez l'exemple sur Google Scholar, il y a plus de 45 000 citations pour juste un seul papier qui parle de cette approche-là. Donc, vous voyez, c'était très, très influentiel dans la communauté. Et ensuite, voilà, comme maintenant, on sait que depuis les années 2010, on a eu cette révolution, on va dire, par des réseaux de neurones et aussi grâce à des bases de données qui sont euh, beaucoup plus grandes, des millions et maintenant des milliards d'images, on parle, et ensuite des vidéos aussi. Donc, du coup, on a vu cette révolution de performance, par exemple, pour le challenge ImageNet. Ça s'est réduit énormément l'erreur de 35, à peu près 35 vers 16. Là, c'était en année 2012, hein, donc ça c'est maintenant 3 ou 4% actuellement. Donc voilà, donc ça c'était la révolution, on va dire, des modèles discriminatifs, mais voilà, il y a des inconvénients avec ces modèles comme ça. Donc, on sait très bien prendre une image X et prédire en fait une étiquette ou un label pour cette image-là, pour décrire par exemple qu'est-ce qui se passe dans une image. Donc, du coup, on arrive à faire une très bonne estimation de la probabilité Y donnée X. Donc, par contre, on a des problèmes pour, par exemple, modéliser le P of X, la probabilité d'une image, pour dire que voilà, quelle est la probabilité de voir cette image-là dans cette base de données. Et un autre problème avec ça, c'est qu'en fait, on ne peut pas faire comment dire, de sampling, de retrouver est-ce qu'on peut générer par exemple une autre image qui peut appartenir de cette base de données. Donc, en suivant la distribution P of X, est-ce qu'on peut voilà, générer une nouvelle image qui va rester bien dans cette distribution-là? Et d'où vient l'équivalent d'autres types de modèles génératifs où on peut améliorer ces problèmes-là parce qu'en fait, ça nous donne la capacité de directement modéliser la probabilité de données. Donc, en utilisant cette probabilité, on peut maintenant générer des images, par exemple, ou des vidéos même aussi. Donc, voilà, pour cette petite introduction aujourd'hui, je vais vous parler de deux exemples de modèles qui sont très populaires dans la communauté. Donc, des modèles GAN, Generative Adversarial Network. Je pense que la traduction française, c'est un peu compliqué, je ne vais pas tenter. Il y en a une, mais c'est pas si simple. Donc après, il y a des modèles aussi de diffusion sur lesquels on a des applications comme
Stable Diffusion ou Midjourney ou d'autres on entend parler tout le temps. Mais à la fin de la présentation, je vais vous parler aussi de soucis, quelles sont les erreurs qui sont commises par ces approches. Il y a aussi quand même sûrement des biais, comme Didier avait évoqué cette question pour le texte. Et après, il y a aussi des questions un peu éthiques qu'on doit faire face à avec ces modèles. Donc, une très courte introduction sur GAN. Donc, en fait, là, c'est un modèle qui a deux composants, une partie générateur et une partie qui est discriminateur. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cette approche-là? C'est qu'en fait, on essaie de alterner, quand on apprend ce modèle, on essaie d'alterner entre ce générateur et le discriminateur. Donc, l'idée du générateur, c'est simple. Donc, on commence par une petite initialisation qui peut être juste un bruit. En fait, c'est un vecteur latent. Euh, ou ça peut être aussi quelque chose qui est conditionné par le texte, par exemple, si on veut générer une image de chat, ça peut être aussi l'entrée qui va aller dans ce générateur. Et le but du générateur, c'est de juste simplement générer une image qui peut être, qui peut être réaliste, par exemple. Et après, la tâche du discriminateur, c'est comme un jeu. Il va essayer de faire la distinction entre une image qui a été générée par mon modèle générateur et aussi une vraie image. Donc, j'ai une base de données avec des vraies images. Et là, le discriminateur va essayer de donner une étiquette. Est-ce que si c'est une image réelle ou c'est une image qui a été générée? Donc, du coup, le discriminateur va on peut calculer une loss en disant que est-ce que, comme nous, on sait quelle est l'image qui est vraie et quelle est l'image qui a été générée, nous, on connaît la vérité de terrain pour ces deux images-là. Du coup, si le discriminateur fait une erreur, on peut calculer la loss et après utiliser cette loss pour apprendre les deux modèles, le modèle discriminateur et le générateur. Donc, comment ça se passe? Cet apprentissage, c'est en deux phases. D'abord, par exemple, on apprend le discriminateur ou on fige le modèle générateur ici et après, ensuite, on va utiliser l'état actuel du générateur pour juste simplement générer des images. Donc, vous comprenez bien qu'au début de l'apprentissage, il va générer des images qui ne sont pas très très nettes, surtout de bruit, parce qu'il n'a pas été encore appris. Mais au fur et à mesure, on va espérer que voilà, le générateur va aussi apprendre. Donc, une fois que le générateur génère ces images, donc là aussi, je vais aussi tirer des images de mon base de données, la vérité de terrain, avec des images réelles. Donc là, le générateur va simplement générer ces images surtout fausses au début et le discriminateur va essayer de distinguer entre les deux. Donc ça peut être facile au début ou pas. Donc on va utiliser cette prédiction de discriminateur. Donc pour, si c'est une image réelle ou générée. Et donc on va utiliser cette loss pour faire de la rétropropagation pour apprendre le discriminateur. Donc là, c'est la phase d'apprentissage discriminateur. La deuxième phase, on va apprendre seulement le générateur. Donc on va figer le discriminateur. Donc on va utiliser le loss qui a été calculé. Et ensuite, on va aller améliorer notre générateur en utilisant cette loss. Donc voilà, ça c'est à peu près comment ça fonctionne, ces modèles euh, euh, de GAN. Et à partir de ces modèles-là, on a réussi à générer des images qui sont très, très réalistes. Par exemple, ici, des images d'une plage ou aussi des images, par exemple, d'art, d'illustration ici en haut à droite ou des visages d'une personne, par exemple. Donc, ça peut être vraiment des images réelles, mais ça a été généré par un GAN. Donc là, c'est actuellement l'état de l'art de GAN. Et ensuite, l'autre partie, ce sont des modèles qui sont aussi, même, je dirais, plus importantes maintenant dans la communauté. Ce sont des modèles basés sur l'idée de diffusion. Et ici, l'idée de base, c'est en fait de créer des diffusions en enlevant le bruit, donc denoising diffusion. Donc là, on va commencer à générer des données synthétiquement. On va commencer par une image et on va petit à petit ajouter du bruit. Donc ça, on sait faire. Donc ça, c'est la pass forward parce qu'on peut ajouter du bruit, par exemple, de bruit gaussien en prenant l'image qui est nette. Et après, petit à petit, étape par étape, on ajoute du bruit à la fin. Donc à la fin, on obtient une image qui n'est pas du tout compréhensible, mais c'est nous qui avons généré cette image-là à partir de cette image de chat.
Donc là, la deuxième phase va être en fait simplement d'apprendre comment enlever le bruit, donc de faire de débruitage d'image pour arriver à régénérer mon image de chat. Donc là, comme j'ai déjà l'image de départ et aussi l'image qui est complètement bruitée, donc j'essaie de faire les 12 étapes maintenant. Donc, pour faire l'étape de débruitage, là, ils vont appliquer un modèle de réseau de neurones qui va être appris pour cette tâche-là. Donc, à partir de ce modèle-là, qui est de modèle de diffusion, denoising diffusion, pardon, on peut arriver à générer des images. Donc, comment ça s'est appliqué actuellement? C'est qu'en fait, on a deux parties. Donc, la partie à gauche que vous voyez, surtout en vert et un peu en rose, c'est la partie où on fait le débruitage d'images. Donc, ça, c'est le processus qu'on a vu très brièvement. Et ensuite, on va conditionner ce modèle par du texte. Donc, on va prendre de texte comme l'entrée. Donc, on va calculer la représentation de texte par des features, par exemple, comme ça. Et du coup, on va introduire ce texte dans plusieurs parties du modèle de débruitage. Donc, comment on va faire ça? Là, il faut rentrer un peu plus en détail. Et là, ça, vous verrez d'ici 2 mois. Du coup, là, c'est l'idée de mélanger le modèle de débruitage et aussi le modèle où on peut capturer de texte. Donc, à partir de ces modèles-là, on a réussi à générer des images qui sont très, très, très réalistes. Là, par exemple, je vous montre les versions différentes de Midjourney, là, une des applications qui est très populaire en ce moment. Donc là, la caption pour générer ces images, c'était en fait une photographie d'un un pêcheur avec son chat, une photographie très professionnelle, par exemple, un portrait avec du soleil comme météo et aussi même des spécifications en fait de quel appareil qui a été utilisé pour prendre le photo et aussi l'aspect ratio. Du coup, là, c'est des 6 versions de Midjourney. C'était à peu près 1 an et demi, 2 ans de version 1 en février 2022 et de version 6 fin de l'année dernière. Là, vous voyez que la qualité, voilà, par exemple, les visages ne sont pas très, très bien dans les 3 premières versions et après ça a été beaucoup amélioré. Donc, comment ça a été amélioré? On ne connaît pas tous les détails parce que c'est un modèle qui n'est pas complètement ouvert, mais on sait quand même que voilà, ça a ajouté plus d'images dans la base de données, par exemple. Donc là, c'est un autre exemple pour générer en fait la somme des images qui ont été mises sur le site web Reddit. Donc là, c'est quoi la personne moyenne, on va dire, un Redditeur. Là, vous voyez que voilà, les images sont pas très, très bien au début, mais par contre, à partir de version 4, sont beaucoup mieux. Et là, on peut dire que c'est vraiment une vraie personne. Donc là, on peut aussi comparer un tout petit peu on va dire les deux modèles les plus populaires. Donc voilà, des fois, c'est difficile de dire en fait quel est le modèle plus pertinent, mais ça dépend de l'application. Et aussi, on peut dire peut-être Stable Diffusion, ça génère une personne un peu plus réaliste. Et le Midjourney, peut-être c'est un peu plus synthétique. Mais voilà, la qualité est quand même très, très bien dans les deux cas. Voilà, donc on peut aussi voir que voilà, ces modèles ne sont pas parfaits. Donc là, c'est un exemple que je pense que quasiment tout le monde l'a vu. Quelles sont les erreurs qui sont commises par un modèle de réseau de neurones? Par exemple, pour reconnaître un panda ici, on ajoute un bruit gaussien très très léger qui n'est pas du tout perceptible visuellement dans l'image à droite, mais par contre, la prédiction de ce modèle a complètement changé. C'est plus panda, c'est autre chose. Mais on a des effets similaires aussi dans le contexte de modèle génératif. Donc là, c'est un exemple, on va dire, très hot of the press. Ça date de la semaine dernière, je crois. C'est le Sora qui a été introduit par OpenAI pour générer des vidéos. Donc là, l'idée, c'est de voilà, générer une image avec un basket qui passe et qui explose, pardon. Là, vous voyez que ça marche bien jusqu'à là, mais tout d'un coup, on a un 12e balle qui arrive. Donc là, on ne comprend pas. Donc, il y a des problèmes de modèle physique. Et pareil, ça, c'est un autre exemple où on a des erreurs où cette personne souffle sur les bougies, mais vous verrez qu'il y a
un effet sur les bougies là, ça bouge pas du tout, donc ça génère des images et des vidéos très réalistes, mais il y a quand même des soucis au niveau du modèle physique ou voilà, des choses. Ensuite, l'autre problème avec ces modèles-là, c'est aussi des biais. Là, par exemple, si on veut générer une image d'un architecte, c'est plutôt un homme assez blanc. Et si on va vers une personne qui fait le ménage, c'est plutôt une femme un peu asiatique ou même avec une peau colorée. Et pareil pour les travails qui sont moins bien rémunérés, on va dire. Donc voilà, donc il y a des biais parce que la base de données qui a été utilisée a vu plus d'exemples de ce type-là. Et ensuite, plus récemment, depuis 3-4 jours, là, on voit les résultats en utilisant des modèles comme Gemini ou Gemma de Google. Donc là, il y a eu un effet de, on va dire, surcompensation. Donc là, ils ont demandé voilà, de générer des images de Albert Einstein. Donc là, vous voyez que voilà, c'est clairement pas Albert Einstein. Et en plus, c'est très, très biaisé pour représenter on va dire des personnes qui sont moins représentées dans les bases de données, mais là, je pense qu'on a tourné le cran dans l'autre sens en générant des résultats qui sont complètement fausses. Il y a aussi des questions un peu plus éthiques, on va dire. Voilà, il faut faire la distinction entre une image réelle ou une image qui a été générée. Donc là, les trois images que vous voyez ici sont des fakes. Euh, mais il y a quand même, on commence à avoir des outils pour découvrir en donnant une image comme entrée, est-ce qu'on peut dire que voilà, c'est une image qui a été générée ou c'est une image réelle? Donc voilà, on commence à avoir des outils comme ça, mais c'est une question très importante à traiter encore. Donc là, je pense que je suis en train de dépasser mon temps, donc je vais m'arrêter là pour laisser le temps pour quelques questions et je vais passer la main à Philippe. Merci beaucoup, Kartik. Je ne suis pas sûr de tout avoir compris, mais ça démystifie un peu quand même la génération d'images qui était vraiment une boîte magique. Je vais prendre tout de suite la première question, effectivement, qui a surgi tout de suite au début de la présentation de Didier, que tu as commencé de répondre justement en disant comment on sait détecter, est-ce qu'on sait détecter qu'un document, que ce soit un texte ou une image, a été généré par une IA? Est-ce qu'il y a des outils et comment ça fonctionne? Ouais, ça, alors, donc là, j'ai dit, je vais parler plutôt le contexte d'image. Donc là, il y a un outil qui est mis, je pense que sur Hugging Face, où on génère une image, pardon, donne une image comme entrée, et là, cette application-là va nous donner une probabilité pour quelle est la chance que ce soit une image générée par un modèle IA. Donc, comment ça fonctionne? Je pense qu'il y a plusieurs façons de voir. Je pense pas que j'ai des exemples ici directement, mais par exemple, il y a des problèmes au niveau de... Ah oui, peut-être on peut voir dans cette image un petit peu. Il y a des choses bizarres qui se passent, par exemple, surtout au niveau de main. Donc là, si on voit cette image générée de Trump, il a plus de doigts qu'il faut. Donc, il y a des choses qui sont clairement pas correctes. Après, il y a aussi des petites astuces. Donc, si c'est une personne aussi connue que Trump et qui est dans cette position-là, tout le monde autour de lui va le regarder. Donc là, on voit le regard de tout le monde dans la scène. Il n'y a personne qui le regarde. Donc, il y a des astuces comme ça. Mais bien sûr, c'est pas quelque chose qui va marcher tout le temps, mais on peut aller aussi voir des sources, si c'est une image aussi populaire, d'une personne très très connue, ça va être pris par tout le monde dans la presse, ça va être publié. Donc, il faut faire un croisement de ce qui existe dans le monde réel pour savoir si c'est une image réelle ou pas. Mais on ne sait pas à 100% comment faire encore. Mais il y a des petites astuces, je pense, que peut partir. Sur le texte, Didier, du coup, il y a des solutions déjà où on se fait leurrer par l'IA générative? Ouais, alors, du coup, c'est un sujet qui est vraiment important, en particulier quand on est enseignant, hein, à savoir si les étudiants ils ont éventuellement utilisé ça. Donc, c'est une réflexion qui est importante. Il y a la communauté du traitement des langues s'est posé la question, bien sûr.
Et en juin dernier, ils avaient fait une expérience à la conférence francophone du domaine. Ils nous ont donné à un certain nombre de chercheurs des textes sans nous dire si c'était fait par une IA ou si c'était fait par des humains. Et les humains, on a été très bons pour détecter. En revanche, voilà, les machines, elles sont pas très fortes pour détecter si c'est fait par une IA ou pas. Voilà. Merci. Je crois que les gens de Fiddle qui publient un webinaire mensuel, enfin, c'est pas un webinaire, pardon, c'est une capsule sur YouTube qui s'appelle Panoramia, qui fait le panorama de l'IA. Ils ont cité un papier il y a quelques mois de linguistes. Donc il y a une équipe de chercheurs qui a confié des textes à un linguiste, à des linguistes, et en fait, ils n'arrivaient pas à discerner entre l'IA générative et l'humain. Donc bon, voilà. Je vous propose qu'on avance parce que je vois l'heure qui tourne. Il y a une question, je prends la deuxième parce qu'elle est peut-être plus facile à répondre. Est-ce qu'il existe des IA génératifs qui sont spécialisés dans la génération de code, bien sûr, mais plus spécifiquement dans les langages HDL, donc qui sont liés au hardware, hein, donc comme VHDL, etc. Je ne saurais pas répondre, j'imagine. Hein, y a pas, ça existe pour le Python, pour le Java, pour plein de langages. Donc celui-là, je ne le connais pas. Je suppose je supposerais que oui. Mais Alors, j'ai jamais programmé en VHDL, mais je pense que c'est un langage très très spécifique parce qu'il va décrire et corrigez-moi si je me trompe dans le chat si je dis une grosse bêtise, mais en fait, ça va décrire le matériel. Donc, c'est un langage de programmation, mais qui est quand même très, très, très proche du hard. Donc, à la différence de ceux que tu as cités, hein, les Python, les C, les Java, etc., où on a une logique algorithmique. Je suis pas sûr qu'on retrouve ça dans le HDL, mais je veux bien, je veux bien une petite précision peut-être dans le chat éventuellement. Je prends la question d'après. Donc, je vous la lis, hein. Les outils de discrimination image réelle, image générée reposent exactement sur la même technologie que pour la création de ces images. Euh, et donc, du coup, du coup, en fait, comme c'est les mêmes techniques, bah, il y a peu de chances qu'un modèle il parvienne à discriminer. Et est-ce que vous voyez des perspectives ou est-ce que vous êtes d'accord avec cette assertion? Et puis, est-ce que vous voyez des perspectives dans le futur? Oui, en fait, c'est vrai que ce sont des modèles similaires parce que c'est des modèles de réseau de neurones, hein, qui sont utilisés pour les deux cas de discrimination et de génération. Pardon, c'était quoi la partie question, deuxième partie? Euh, Bah, Je sais de pas. savoir quel serait s'il allait y avoir des nouvelles tendances quelque part. Je suis désolé, j'ai masqué la. Mais là, je relis la question. Je l'ai Alors, passé dans l'onglet répondu, Kartik, si tu veux la revoir. d'accord. Bah, là, effectivement, il y a des choses qu'on travaille là-dessus. Par exemple, au départ, modèle génératif, on utilisait des simples réseaux de neurones. Donc, mais à partir de l'introduction des modèles de transformers, en fait, on a changé la partie de réseau de neurones dans le discriminateur et le générateur avec des transformers. Donc là, ça a augmenté, en fait, ça a poussé l'état de l'art. Et encore, chaque fois qu'on a, on va dire, une amélioration d'un réseau de neurones, on peut l'appliquer dans le partie générateur et le partie discriminateur de ces modèles-là. Donc, il y a une implication directe d'amélioration. Il y a même un croisement de modèles génératifs de GAN et aussi de diffusion. Donc, il y a des modèles diffusion generator où en fait on utilise les mêmes réseaux de neurones de l'état de l'art qu'on a mis dans la partie de débruitage d'image pour la partie générateur d'un GAN. Donc, en fait, ça va un peu dans les deux sens. Chaque fois qu'on a un nouveau réseau, en fait, ce sont des blocs qu'on peut remplacer pour améliorer ces deux-là. Donc, ça augmente la performance sur la discrimination et aussi sur la génération. Sur tous ces sujets de deepfake, enfin, là, on va catégoriser ça sous forme de deepfake. On reviendra dedans dans le cycle. Alors, j'ai plus la date en tête, mais il y a pas mal de personnes qui se préoccupent de ça, et notamment les gens de la région, hein, qui sont associés à ces webinaires. Donc, ils nous ont demandé il y a quelques mois, il y a 4 5 mois, d'assembler un groupe de réflexion sur le sujet pour effectivement donc on a travaillé sur quel est le risque et quelles sont les techniques existantes. Et effectivement, le groupe a émis quelques recommandations pour s'en prémunir. Et la conclusion du groupe, hein, il y avait une trentaine d'experts autour de la table,
C'était de se dire, ben, effectivement, comme l'a dit Kartik, sur une image, il y a des choses qu'on sent qui ne sont pas normales. Les doigts de Trump, les regards des gens qui devraient être tournés vers lui, qui ne le sont pas, peut-être des fois de la lumière qui est un peu incohérente. Euh, Aujourd'hui, la conclusion de ce groupe, ça a été de dire, il y a pas forcément, là, on aura peut-être dans le futur, mais il n'y a pas forcément d'outils simples. Et peut-être que demain, on va voir apparaître des systèmes de marquage qui garantissent que le contenu est fiable et non généré. Mais effectivement, il y a un gros travail à faire autour de l'éducation pour qu'on apprenne à challenger l'information encore plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Parce qu'effectivement, on voit qu'il y a des choses très impressionnantes. Euh, il y a d'autres questions dans le chat. Donc la première en anglais, je vais pas me lancer dans la traduction. Donc, how good are getting new models like Mistral, etc. Accuracy with in-context learning technique and prompting techniques. Ben ça fait partie des choses que je suis en train d'étudier avec des étudiants en master et en thèse, et je n'ai pas de réponse à l'heure actuelle, mais c'est effectivement des questions importantes. Par contre, je peux répondre un peu mieux peut-être à la question de tout à l'heure, hein, parce que j'ai Vas-y, n'hésite pas. du coup le principe là pour les langages de programmation, hein, quelque chose qui s'utilise beaucoup, c'est Copilot fait par les gens de Microsoft, et donc ils utilisent du code qui est sur GitHub. GitHub, ça appartient à Microsoft. Et j'ai trouvé du code, comme on disait là, donc c'était quoi, de ce langage de programmation dont on parlait tout à l'heure. Donc, il y en a en fait sur GitHub. Et donc, du coup, on peut en déduire que Copilot a aussi été appris sur ce langage-là. Et donc, il doit pouvoir proposer, à partir de prompts, il doit pouvoir proposer du code de ce langage-là. Merci. J'accélère parce que je vois qu'il reste encore quelques questions. Il nous reste 2 minutes. Une question très intéressante qui pose la question de savoir si la puissance l'efficacité de ces modèles est uniquement liée à la grande quantité de données d'apprentissage et également à la puissance de calcul. Alors, en tout cas, pour tout ce qui est GPT, etc., oui, effectivement, mais depuis que ça a été sorti, donc petit à petit, on arrive à réduire la taille des modèles sans perdre d'efficacité, et c'est l'enjeu clairement actuellement. Voilà. C'est des choses sur lesquelles les acteurs, les GAFAM, mais aussi les laboratoires de recherche, on travaille à réduire et la quantité de la taille des modèles pour que ça soit plus facile à utiliser. Didier, je pense que la question faisait peut-être référence aussi au few-shot learning que tu as mentionné, Ouais. qui peuvent peut-être expliquer aussi l'engouement des journalistes en disant l'IA générative nous rapproche d'une IA générale qui rapprocherait l'intelligence humaine, qui à la fois est géniale et qui fait un peu peur quand même à tout le monde. Parce que justement, une IA générative, avec très peu d'informations supplémentaires, elle arrive à apprendre ou connaître des choses qu'elle n'a pas apprises. Ce qu'on parle aussi de transfer learning sur ces choses-là. Donc, je ne sais pas si c'est des choses où. Ouais. euh, Alors, il faut quand même se rendre compte aussi qu'il y a des tâches sur lesquelles on pensait qu'ils avaient vraiment rien appris, ils ne connaissaient pas, etc. Et puis, à force de déconstruire les modèles, de les interroger, ils ont fini par recracher des corpus d'évaluation. Alors, en fait, ils avaient déjà vu les réponses précédemment. ouais, Voilà. ok. Donc, c'est pas si simple que ça, et c'est bien pour ça qu'il faut qu'on refasse des modèles sur lesquels on a complètement la main pour vraiment vérifier exactement ce qu'ils sont capables de faire en maîtrisant totalement les données d'entraînement et ce qu'on va leur demander. Ok. Je reviens sur la question HDL, VHDL. Donc effectivement, c'est pas c'est un langage de programmation, mais très différent, parce qu'effectivement, il décrit l'enchaînement des portes logiques. Euh, à ma connaissance, il n'y a pas d'IA générative sur ce sujet-là. La raison en est simple, c'est qu'aujourd'hui, ça reste, et encore une fois, je mets des guillemets autour de tout ce que je dis, confidentiel comme langage. C'est-à-dire que c'est tellement spécifique, c'est pas très mainstream par rapport à du Python, du C ou du Java, où effectivement, entraîner une IA générative sur du C, du Java et du Python, on trouve plein d'exemples, ce qui est peut-être moins le cas en HDL. Ouais. Effectivement, s'il y a vraiment une issue enfin, un problème de nombre de données, effectivement, ça c'est un grand problème qu'on
voilà, c'est aussi quelque chose sur lequel la recherche elle travaille beaucoup, hein. C'est un goulet d'étranglement depuis toujours, les données. Donc là, effectivement, s'il y a très peu d'exemples de ce langage, Ah, c'est sûr que ça va beaucoup moins marcher qu'en Python en ou plus, je Java. pense qu'il y a les gens qui produisent des descriptions de circuits, il y a une grande propriété intellectuelle qui est contenue dans le langage. Et je ne suis pas sûr que les acteurs soient très à même de donner leurs données, enfin leur design. Je suis désolé, on est en train de dépasser le temps. Je m'en doutais un peu parce que le sujet est passionnant. Donc merci à vous deux. On diffusera également vos coordonnées pour éventuellement, avec le replay, s'il y a des gens qui veulent vous contacter. Les prochaines sessions, donc effectivement, on va ouvrir un peu plus le capot, hein, parce que là encore, ça reste un peu magique pour moi, hein, donc voilà, je pense que c'est le cas pour vous aussi. Et puis après, on attaquera plutôt des témoignages d'usage, à quoi ça sert, comment on s'y prend pour apprendre ces choses-là sur des usages industriels. Et on passera, comme on l'a dit également, par tout le côté risque, deepfake, escroquerie en tout genre dans des sessions ultérieures. Il me reste à vous remercier pour votre participation. Et puis le replay sera disponible dans les jours qui viennent sur à la fois la chaîne YouTube de Minogic et celle de MIAI. Merci beaucoup, bon week-end. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.